Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 29 novembre 2016. Lors de notre dernière émission, nous avions évoqué avec Benjamin Stora le passé d'une communauté juive disparue, celle d'Algérie. Et aujourd'hui, nous allons évoquer une autre communauté, celle-là presque disparue, dans la Tunisie voisine. Bonjour Bernard Alali. Bonjour. Alors, Bernard, nous nous connaissons depuis plus de 30 ans, nous nous tutoyons dans la vraie vie et on va continuer de le faire sur ce plateau. Pour te présenter, je dirais que nous avons à peu près le même âge, que nous partageons depuis des décennies la même passion pour l'histoire et la culture du peuple juif, mais que, en ce qui te concerne, c'est la mémoire et le patrimoine des Juifs tunisiens qui a été la grande passion de ta vie. Cette communauté dispersée qui fut la nôtre, à tous les deux. Collectionneur éclairé de tous les documents possibles sur le sujet, photos, cartes postales, journaux, estampes, tu es le président et fondateur de l'ATPJT, Association des Arts et Traditions Populaires des Juifs de Tunisie. Tu as réalisé plusieurs expositions et tu as écrit un album très original sur ce sujet jamais épuisé. Mais surtout, et alors que le contexte politique éloigne de façon drastique les originaires du pays, tu y es retourné ces dernières années pour des projets bien précis dont tu vas nous parler. En fait, le sujet de cette émission n'est pas vraiment notre mémoire à nous, mais celle de la population tunisienne d'aujourd'hui. Les Juifs, une mémoire effacée en Tunisie, tel est le titre que j'ai choisi, donc aujourd'hui. Et nous verrons ensemble si à partir de finalement tout ce qui reste de cette minorité, des vieilles photographies d'une part, quelques synagogues et des cimetières abandonnés d'autre part, on peut empêcher cet effacement sur place. Alors, première question, pourrais-tu en 2 minutes dire à nos auditeurs quels étaient les objectifs de l'ATPJT et quelles ont été ses principales réalisations ? Alors bon, avant toute chose, moi je suis un collectionneur, un passionné de l'iconographie, j'adore la photographie et je me suis intéressé dès le départ, comme tous les exilés, à travailler sur la mémoire de ma communauté. Et c'est à travers la photographie que j'ai commencé à faire des expositions à Paris, des expositions de photographie qui ont pris de l'ampleur d'exposition en exposition. J'ai réalisé des expositions sur des thèmes choisis, comme par exemple les Juifs de Djerba en 1990 à la mairie du 11e arrondissement. Et de fil en aiguille, on en est arrivé avec l'association que je dirige depuis 1986, l'Association des Arts et Traditions Populaires des Juifs de Tunisie. On en est arrivé à organiser à une certaine période, dans les années 90, un certain nombre de voyages culturels. Tout à fait. Parce que l'idée, c'était d'amener des Juifs de Tunisie qui étaient partis depuis 30 ou 40 ans de Tunisie vers la France ou même vers Israël, de les emmener en Tunisie pour redécouvrir ce pays qui était le leur à travers les sites judaïques. Alors, Bernard Alali, on n'a pas le temps donc de passer en revue toutes les expositions et publications dont tu as été le réalisateur, mais je voudrais qu'on parle de manifestations récentes ici à Paris. En 2014, donc, tu as présenté ton livre, Les Juifs de Tunisie, un autre regard. C'est un album de plus de 300 pages dont l'iconographie est vraiment le reflet commenté en détail de ta collection dont tu parlais. Il y a eu l'exposition sur les costumes juifs en Tunisie en juin dernier à la mairie du 3e arrondissement. Tu as donné une conférence sur la dhimitude, la condition de soumis, en terre d'islam pour la Tunisie. Est-ce que des représentants diplomatiques ou culturels du gouvernement tunisien sont venus à ce moment-là à ta rencontre ? Oui, à plusieurs reprises, au cours des expositions que j'ai organisées à Paris et en province, des représentants officiels sont venus à mes expositions, effectivement. Et je suis régulièrement invité à toutes les manifestations tunisiennes. On m'invite à l'ambassade souvent. D'accord, donc tu es connu, tu es bien connu, je dirais, dans le sens positif. Tout à fait. Est-ce que des sites internet tunisiens ont parlé aussi de ce que tu faisais, de ton travail ? Peut-être pas suffisamment à mon avis, mais oui, il y a eu quelques échos. Très bien. Alors, on va parler maintenant des expositions que tu as réalisées sur place, en Tunisie, et je dirais qu'il y a eu du cran, parce que le contexte politique et touristique, c'est beaucoup dégradé.
on va parler d'abord de celle que tu as faite au mois de mai 2014. C'était dans le cadre du pèlerinage annuel à la Griba de Djerba. Donc, tu as présenté tes collections, tu as évoqué des populations que je dois dire, enfin, peut-être pas toi, mais moi, je connaissais très mal, hein, parce que, étant un Tunisois, je n'avais pas de contact avec les Juifs de Djerba et de l'intérieur. Hein, c'était le titre de cette exposition. Il y a une plaquette officielle de cette manifestation, d'ailleurs, qui donne un petit peu une idée de cette très riche. Il y avait combien de photos ? Dans cette plaquette, il y avait peut-être quelques-unes, oui. une vingtaine de documents, mais je les avais bien choisis, hein, bien sûr. L'originalité de cette manifestation, c'est que j'ai été sollicité par une association tunisienne. D'accord. Je me suis rendu à Djerba et j'ai exposé dans la Griba, même dans une des Zoukala. D'accord. J'ai exposé une soixantaine de documents iconos avec un intérêt particulier, c'est tous les commentaires étaient en français et en arabe, ce qui permettait aux populations locales de découvrir notre patrimoine et bien sûr à notre communauté d'en savoir un peu plus. Alors c'est la question que j'allais te poser, c'est-à-dire que même par rapport à des Tunisiens uniquement arabophones, il y avait la possibilité de venir et de comprendre l'exposition. Exactement. D'ailleurs, il y a au niveau de la population tunisienne, il y a un engouement pour l'histoire. On a l'impression que les Tunisiens, on leur a caché leur histoire pendant des décennies et on les voit très très intéressés. J'ai d'ailleurs beaucoup de correspondants tunisiens qui d'ailleurs m'ont acheté mon livre. Ils ont été très 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 impressionnés de savoir toutes ces choses-là qu'ils ignoraient. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de visiteurs sur place de cette exposition à la Griba? À l'exposition de Djerba, ouais. Oui, il y a eu énormément de visiteurs, pratiquement tous les pèlerins, mais aussi, je crois que nous avons eu la visite de 3 ou 4 ministres quand même, dont le ministre de la Culture, le ministre du Tourisme est venu, ils ont été enchantés. Et la presse tunisienne en a parlé? Ah oui, tout à fait. Parfait. Alors, on va parler dans les quelques minutes qui nous restent avant la pause de la dernière exposition que tu as présentée en Tunisie. Alors, je dis tout de suite à nos auditeurs, c'est une exposition assez extraordinaire parce que elle est présentée aux États-Unis, je crois. Actuellement, l'exposition que j'ai réalisée à Tunis, dans la Médina, une exposition qui a été mise en place avec une étudiante de Harvard, une étudiante d'origine juive tunisienne qui s'appelle Margot Fitoussi. Oui. Nous avons réalisé une exposition sur le thème de la Hara. Voilà, alors, avant d'en parler, donc elle est actuellement présentée à l'université de Harvard, quand même. Il faut dire, on parle des Juifs tunisiens à Harvard. Voilà, l'exposition est repartie avec cette étudiante brillante, d'ailleurs, et elle l'a proposée à l'université de Harvard. Elle est actuellement présentée aux États-Unis pendant 2 mois. D'accord. Alors, tu as été donc du 20 au 27 juillet dernier dans la Médina, hein, la ville arabe de Tunis. Tu m'as envoyé l'affiche, qui est écrite en français et en arabe. L'exposition s'appelle El Hara, mais pour la majorité des auditeurs, ce quartier disparu n'évoque rien. Est-ce que tu pourrais en parler en 1 minute, quoi, pour dire ce que c'était? C'était le quartier juif, en fait, le quartier juif des Touensa, c'est-à-dire des Tunisois de souche, si vous voulez, ceux qui étaient là depuis des dizaines de siècles, en somme. Mais c'était un quartier très pauvre et insalubre. On en parle même à partir dans les ouvrages à partir du XVIIIe siècle. C'était vraiment affreux. Et ce quartier a été détruit, en fait, il a été rasé parce que insalubre, évidemment. Et en même temps, on a détruit, des synagogues. Malheureusement, la Slat Kbira, la grande synagogue, qui était une synagogue très ancienne. Et ça a été un des plus grands drames pour la communauté. Pour la communauté. Tout à fait. Donc, une partie, déjà, vivait dans ce qu'on appelle la ville européenne de Tunis, mais pour ceux qui vivaient là-bas, en tout cas, cette synagogue, ça a été un drame, sa destruction. Voilà. Alors, est-ce que, même question que tout à l'heure, est-ce que tu as eu un public nombreux dans la Médina de Tunis? Qui est-ce qui est venu? Est-ce que des jeunes, des intellectuels, des étudiants en particulier sont venus? Alors, à mon étonnement, je ne pensais pas avoir ce succès. Le jour de l'inauguration, dans cette exposition qui s'est tenue dans un endroit qui s'appelle Dar Ben Achour, c'est une très belle maison d'époque, nous avons eu plus de 250 visiteurs le premier jour, à 90% des musulmans tunisiens. Tout à fait. Ils ont été très impressionnés. J'avais apporté avec moi, mon livre a un défaut, il pèse près de 2 kilos. J'en ai amené une douzaine, mais ils sont partis en même pas 5 minutes, et tout le monde m'en réclamait. Tout à fait. Alors je crois que le professeur Kazagli, qui a donc une unité dédiée à l'histoire des minorités, était venu avec ses étudiants, c'est ce que tu m'avais dit. Oui, absolument. Les questions ont fusé dans tous les sens, ils voulaient tous en savoir plus, évidemment. J'imagine. Et je
crois qu'il y a eu une couverture médiatique également sur la presse tunisienne. Oui, tout à fait. Il y a eu des articles sur cette exposition, c'est vrai, qui était exceptionnelle en somme. Tout à fait. En tout cas, bravo d'avoir été en Tunisie et d'avoir eu, encore une fois, l'idée de mettre un peu les Tunisiens face à cette histoire, cette histoire qui est maintenant effacée, parce qu'il reste pratiquement plus de Juifs. Oui, il reste, disons, peut-être 1200 Juifs en tout et pour tout dans la Tunisie. Mais c'est absolument pas une communauté qui a la force, qui a les moyens financiers, les moyens humains pour elle-même réaliser ce genre d'exposition. Oui, bien sûr. Si la TPJT n'avait pas été sur place, les Tunisiens ne l'auraient jamais vu. Ça aurait été difficile. Bien sûr, il y a des petites associations, la Goulette, qui font des petites expositions, mais c'est très limité, quoi. Tout à fait. Alors, tu as fait un immense travail sur place pour la préservation du cimetière juif de Sfax. On va en parler, mais j'aimerais que tu nous donnes d'abord un panorama global sur l'état des cimetières juifs comme chrétiens en Tunisie. Parce que tu m'as fait parvenir un document impressionnant, avec de nombreuses photos. Le constat est accablant. Abandon total pour la majorité des sépultures. Certaines ont été pillées et profanées. Ailleurs, on a tout démoli. Par exemple, à Bab el-Khadra, un ancien cimetière chrétien de Tunis, on a tout démoli pour construire un hôtel de luxe. Quelle est la situation dans les principales localités pour les cimetières ? Alors, je vais déjà reprendre le début de ton intervention pour t'expliquer qu'en fait, en Tunisie, les traces seront toujours présentes. On a découvert à Kelibia, il y a une dizaine d'années, par exemple, une mosaïque de près de 85 mètres carrés au sol, une mosaïque qui est la trace d'une synagogue du 5e siècle sur laquelle on a trouvé 12 menorahs qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il y a des lampes à huile très anciennes, il y a les nécropoles de Gamart qui datent du 2e au 6e siècle, donc les traces archéologiques de la Tunisie juive ne s'effaceront jamais. Très bien. Donc, concernant les cimetières, je voudrais quand même préciser qu'en Tunisie, ça n'est pas un problème spécifiquement juif. Tout à fait. Et même, à l'extrême, certains cimetières musulmans, parce que je visite, j'ai des amis qui des fois ont des défunts dans leur famille, et je visite des fois des cimetières musulmans, malheureusement, ils sont visités par des gens peu mal intentionnés. En fait. Mais c'est vrai que les cimetières juifs ont ce double problème, ce problème de l'abandon et du non-entretien par les membres de la communauté qui se font de plus en plus réduits. À Sfax, par exemple, nous n'avons qu'une dizaine de personnes de confession israélite. C'est tout ce qui reste de la communauté. C'est tout. Donc, sur cette dizaine, il faut trouver des gens capables de suivre et d'entretenir. Alors, justement, c'est la question que je voulais te poser, parce que on sait que il y a un commandement religieux absolu dans le judaïsme qui est de laisser en place les corps inhumés. Mais comme il n'y a pratiquement plus de communauté sur place pour y veiller, comme il y a eu, par exemple, l'ancien cimetière juif du Passage, qui était en plein centre de Tunis, celui-là a été rasé. Donc comment ça se passe ? Les ossements ont été récupérés, ont été mis dans des endroits sûrs ? Est-ce qu'il y a eu des projets en ce sens ? Alors il faut comprendre la situation. Quand on prend par exemple les Juifs d'Iran, à Téhéran par exemple, le cimetière israélite a été déplacé une dizaine de fois. Pourquoi ce problème ? Parce qu'en fait, les cimetières israélites se trouvent toujours à l'extérieur des villes, sur des promontoires. C'est la tradition. Le problème, si on veut, c'est que ces cimetières finissent par devenir dans le centre-ville, parce que les villes s'agrandissent. Et évidemment, les promoteurs sont très très intéressés. Par les terrains, oui. Par les terrains. À Sfax, par exemple, le cimetière initial se trouvait près de la gare, il a disparu, à l'avantage d'un autre cimetière dans le nord de la ville, mais les promoteurs ont exigé que les familles déplacent les tombes, et les pierres tombales aussi d'ailleurs, et les ossements. Et le nouveau cimetière s'est installé, au sud de la ville, sur la route de Gabès. Donc voilà comment que ça se passe. Et évidemment, les gens ne s'imaginent pas que pratiquement un corps sur deux de juifs en Tunisie est dans un sac. Les ossements ont été récupérés. Il y a déjà eu ce déplacement forcé. Par exemple, à la Goulette et au Kram, il y avait 2 cimetières israélites. Les ossements ont été déplacés et réinstallés au Borgel, au cimetière du Borgel. Toutes les tombes de Gabès ont été déplacées et repositionnées au cimetière du Borgel de Tunis. Alors, pour ces cimetières, donc, disons les nouveaux cimetières en quelque sorte, celui de Sfax, celui du Borgel, enfin nouveau, tout est relatif, mais enfin par rapport effectivement aux anciens,
Qui peut payer pour l'entretien des sépultures? Et alors surtout, est-ce qu'on trouve sur place des Tunisiens qui sont prêts à y travailler, moyennant bien sûr un minimum de finances? Bien sûr, ce n'est pas un sujet qui intéresse beaucoup de gens, parce que les générations passent. Et on est aujourd'hui dans la 2e, 3e, même 4e génération. Après le départ. Quel est le petit-fils qui va s'occuper de l'arrière-grand-père, etc. Donc on arrive dans une situation un peu critique. Et c'est justement le fait que la personne qui s'occupe actuellement du cimetière de Sfax se fait très âgée. Et donc on est en train de projeter l'avenir, si on veut, pour l'entretien de ce cimetière. Voilà. Un projet d'association peut-être ou de... Non, nous essayons de réunir les Sfaxiens pour les solliciter à travailler sur le sujet. Alors, Bernard Halali, donc tu étais cet automne, il y a quelques semaines à Sfax. Tu as fait un travail assez fabuleux. D'abord, vous avez nettoyé toutes les tombes. Vous avez pris des photos. Tu m'as montré tout à l'heure en aparté une véritable cartographie du cimetière juif où tu arrives à retrouver par le patronyme exactement où se trouve chaque tombe. Mais la question que je voulais te poser, c'est en dehors de l'aspect mitzvah. Alors, entre guillemets, mitzvah, parce que tous les auditeurs ne sont pas juifs, ne comprennent pas. C'est-à-dire, c'est un commandement, c'est quelque chose qu'on doit faire d'un point de vue éthique. Vous redonnez un minimum de dignité à ces sépultures, mais quel est l'intérêt en plus, j'allais dire d'un point de vue historique, de faire ce travail? L'intérêt fondamental que j'y porte, et un peu mon obsession, c'est la mémoire. La mémoire, parce que je me dis que si, par malheur, ces cimetières disparaissaient à tout jamais, je pense qu'il est urgent de faire ce que j'ai commencé à faire à Sfax et dans d'autres cimetières. Il est urgent de photographier toutes les pierres tombales. Je dis bien toutes les pierres tombales, ça représente des dizaines de milliers de pierres tombales, et de les organiser, effectivement, par chronologie, par ordre alphabétique, etc., de les organiser d'une manière informatique pour effectivement pouvoir, sur le plan généalogique, localiser immédiatement les gens de telle ou telle famille. Mais qu'est-ce que ça apporte comme enseignement, par exemple, sur Sfax? Par exemple, sur Sfax, en faisant l'analyse des 1200 pierres tombales sur lesquelles j'ai travaillé, parce que nous avons trouvé 1200 tombes, oui, plus 470 qui n'étaient pas nominées. Bon. Mais sur les 1200 pierres tombales, je suis aujourd'hui capable de vous dire combien de personnes ont été tuées, par exemple, pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Je suis capable de vous dire combien de personnes à Sfax sont mortes, pour les femmes, par l'accouchement. Combien oui. Il y a par exemple une personne qui a été assassinée, lâchement assassinée. Donc on peut avec ce qui est écrit recherche, oui, voilà, c'est écrit sur la tombe. On peut après chercher, savoir dans quelles circonstances cette personne a été assassinée lâchement, etc. Donc il y a une foultitude de renseignements qui nous permettent de savoir. C'est très drôle, par exemple, sur des tombes, il y a des voitures. On sait que la personne a été accidentée. Elle est morte comme ça. C'est fou. Eh bien, Bernard, on arrive au terme de cette émission, mais j'aimerais quand même qu'on évoque en 3 minutes la situation actuelle de la minuscule communauté juive restée en Tunisie. Bon, tu as eu quelques contacts sur place. Les informations récentes n'incitent pas à l'optimisme. À Sfax, par exemple, la grande synagogue est abandonnée après avoir été vandalisée. À la Goulette, le dernier restaurant cachère, Mamie Lili, de Gilles Jacob Lelouch, a fermé ses portes suite à des menaces. Quelles sont les synagogues qui restent ouvertes actuellement en Tunisie? Bon, à Tunis, la grande synagogue ouvre d'une manière périodique. La synagogue de la Goulette est... elle fonctionne. Oui, elle fonctionne très bien. Et bien sûr, à Djerba, évidemment, les synagogues, vu qu'à Djerba, on a une société très structurée avec des écoles, voilà, c'est la dernière communauté organisée, disons. Tout à fait. C'est celle des Djerbiens. Voilà. Et bon, il y a des discours officiels des autorités. Alors justement, au moment du pèlerinage de l'Agriba, en disant que la Tunisie protège sa minorité, que les Juifs ne sont pas malheureux, qu'ils ne sont pas persécutés, etc. Mais la population, est-ce que, premièrement, elle réalise bien qu'il y avait dans le temps cette minorité, encore une fois, très importante, parce que 100 000 âmes a rapporté aux 3 millions d'habitants de la population de l'époque, au moment de l'indépendance, c'était énorme. Et finalement, comment réagit-elle? Elle voit cette minorité s'éteindre petit à petit? Elle le regrette? Qu'est-ce que te disent les Tunisiens? Bien sûr, il ne faut pas oublier que cette minorité de 120 000 âmes... 120 000, je me suis trompé. Ils étaient la minorité active.
c'est sûr que les Tunisiens d'aujourd'hui, qui sont des gens pacifiques, hein, qui sont des gens tout à fait sympathiques, agréables, très accueillants, ils espèrent, quelque part, ils espèrent le retour des Juifs en Tunisie, évidemment. Mais bon, moi j'ai été choqué par certaines choses aussi, parce que récemment j'étais à Tunis, à Nabeul. J'ai vu dans les rayons des supermarchés des cahiers de classe qui étaient vendus pour la rentrée des classes, et sur les cahiers, en première de couverture, il y avait Al-Quds. Bon, c'est pas très sympa. Nous, à l'époque, nous avions les tables de multiplication. Donc, il y a une politisation quand même. Voilà, il y a une politisation du conflit qui attise la haine, et ça, c'est pas vraiment très sympathique. Alors que, comme je le redis, les Tunisiens sont des gens absolument incroyables et agréables et sympathiques. Et tu as su nouer effectivement des amitiés, des relations et qui ont permis ton travail jusqu'à ce jour. On peut Tout à fait. Moi, je suis toujours très bien accueilli en Tunisie. D'abord parce que je suis tunisien et français. Et j'ai beaucoup d'amis. Très bien. Eh bien, merci Bernard pour ton témoignage qui est quelque chose donc d'original. Je pense qu'il aura intéressé en particulier, bien sûr, nos auditeurs d'origine tunisienne. Eh bien, amis auditeurs, donc vous entendrez cette émission normalement le 18 décembre. 2 semaines après, ce sera le jour de l'an, ce sera donc une rediffusion. Et notre prochaine émission, donc mon prochain vrai rendez-vous que je vous donne, ce sera le dimanche 15 janvier 2017. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité. Merci Bernard Halali à nouveau. Merci. Et amitié à toutes et tous. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.